je suis très touché, très honoré d'être ici à l'occasion de cette première rencontre littéraire qui se fait sur le continent africain et qui se fait à Marrakech, qui est la ville de l'esprit au Maroc. C'est une ville ancienne. C'est une ville historique puisqu'elle a donné son nom au pays, mais c'est aussi une ville qui a une histoire assez forte dans l'histoire de la présence, dans l'histoire de l'identité africaine. Quand je suis ici, je ne peux pas m'empêcher de penser à Maher el-Aynin, qui avait réuni ses partisans. Il luttait contre la colonisation espagnole et française. Et il s'était assemblé, il était venu jusqu'ici pour recevoir l'adoubement, pour recevoir la bénédiction en quelque sorte du sultan du Maroc. Et puis les choses sont mal passées, il a dû fuir cette région et finalement ça a été la fin de la résistance. C'est ici à Marrakech qu'il s'est passé le dernier chapitre de l'histoire de la résistance du Maroc à la progression des forces coloniales. Donc moi, quand je suis ici, je regarde cette plaine entourée des montagnes, je pense au chemin qu'avait parcouru Maher el-Aynin pour arriver jusqu'ici. Ses troupes, il était déjà très âgé et fatigué, et il a vécu quelques jours très intenses ici. En attendant, il espérait jusqu'au dernier moment qu'il y aurait un soulèvement général qui ferait que les envahisseurs partiraient. Les envahisseurs ne sont pas partis pour toutes sortes de raisons, mais la mémoire de cette résistance est restée, et ça fait de Marrakech une ville très, très spéciale. Il faut tenir compte aussi du fait que Marrakech est une oasis, donc c'est la dernière oasis. Quand on franchit le désert, on arrive ici à Marrakech, et après être parti du sud, et il y a cet esprit de l'oasis ici à Marrakech. Je crois que ça c'est l'élément important de la culture de cette ville, de son histoire, et c'est la raison pour laquelle je suis tellement ému que ce festival ait lieu ici, parce que ça a un sens profond pour le Maroc, pour son histoire, et un sens profond pour l'Afrique, parce que c'est l'identité africaine qui s'est en partie forgée dans cette ville. Donc, on m'a demandé de parler de l'utilité de la littérature. Et c'est un thème un petit peu difficile. J'ai écrit des pages là-dessus. Je vais vous les lire, mais après nous en discuterons parce que je crois que beaucoup de ces choses sont discutables. Et à commencer par même la façon dont le problème est posé. Est-ce que la littérature peut quelque chose dans ce monde troublé dans lequel nous sommes? Alors, je voudrais d'abord, je ne l'ai pas fait tout de suite, mais je voudrais le faire maintenant, je voudrais remercier les organisateurs de ce festival, de cette rencontre, et tout particulièrement Mahi et particulièrement Younes, avec qui j'étais en contact, mon épouse et moi, nous avons été en contact avec eux, et nous avons décidé de venir ici. Ce n'est pas toujours facile pour un écrivain d'oser faire quelque chose comme ça, mais nous avons osé le faire. Et donc, je veux remercier les organisateurs de cette rencontre. La culture marocaine, au long de cette histoire, ne s'est pas toujours identifiée comme étant partie intégrante de l'histoire de l'Afrique. Et c'est vrai qu'on en parlait avec Madame Bougoul il y a quelques minutes, que la plupart des Marocains ne se considèrent pas comme des Africains. Ils sont davantage tournés vers le nord ou peut-être vers l'est que vers le sud. Et pourtant, il y a quelque chose qui les unit. Comment expliquer cette rupture? Certainement, la géographie, le fait qu'au sud du Maroc, il y a un no man's land, il y a un endroit vide qui est le désert. Enfin, vide, prétendument, en fait, des gens y habitent. Mais la route des oasis, c'est une route difficile. C'est une route qui a été parcourue dans les deux sens par les commerçants qui venaient du sud et qui apportaient les richesses au nord, et par les explorateurs
toutes sortes d'explorateurs, comme Camille Dulles, par exemple, qui en 1888 s'est déguisé en pèlerin musulman pour pouvoir atteindre le sud. Le sud, c'était Smara. Et il a réussi à faire ce voyage sous ce déguisement. Mais d'autres ont essayé de le faire. Caillé a voulu le faire aussi. Il y a eu beaucoup de gens qui ont essayé cette route qui va vers le sud. Mais elle existe, mais elle est difficile. Elle explique en effet pourquoi au Maroc on se sent un petit peu étranger à tout ce qui se passe dans le sud. Et la deuxième raison tient peut-être davantage, moins à la géographie, mais à la rupture créée par l'histoire, et en particulier par la colonisation. Parce que les puissances colonisatrices étaient davantage intéressées par le littoral que par ce qui se passe dans le sud. Donc, c'est le long du littoral que se sont installées les puissances colonisatrices. Les Espagnols, les Portugais, les Français, et un peu plus tard, les Allemands ont essayé d'y prendre pied. Donc, c'était le littoral qui les intéressait. Et du coup, on a oublié les forces de résistance et l'identité du Sud dans le Maroc, parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose de hostile dans les forces du Sud, hostile à la colonisation. La preuve en est cette marche de Maïl Aynin jusqu'à Marrakech. Puisque nous sommes à Marrakech, nous ne pouvons pas ignorer que c'est cette ville ancienne qui a donné son nom au pays, qui fut le lieu de ralliement des identités maghrébines dans leur combat contre la domination étrangère. C'est aussi dans sa capacité de résistance que le Maroc a participé à l'authenticité originelle de l'Afrique. Le Festival de littérature africaine, pour la première fois, rend hommage à cette identité à travers les écrivains venus de tous les Orients, de l'Afrique du Sud au nord, de l'Est à l'Ouest. Puisque je suis moi-même, par mon père et ma mère, d'un lointain pays africain, la petite République de Maurice est le plus petit État de l'Union africaine, la République de l'île Maurice. Je suis particulièrement fier que le Maroc m'invite et prenne aujourd'hui la décision d'un hommage à la grandeur et à l'ancienneté de la littérature africaine à travers toutes ses voix et tous ses héritages. Je passe à la question, que peut la littérature? Jusqu'à présent, vous avez remarqué, j'ai évité d'y répondre. Un écrivain anglais qui est connu pour son ironie, Oscar Wilde, auteur par ailleurs d'un remarquable poème pour dénoncer la peine de mort, La ballade de la geôle de Reading, a écrit en préface à son roman autobiographique, Portrait de Dorian Gray, « Literature is perfectly useless ». La littérature est parfaitement inutile. On peut interpréter ce propos un peu dénigrant de différentes manières. La littérature est inutile, mais peut-être qu'elle peut atteindre la perfection. Elle est parfaitement inutile. Elle est inutile, mais même dans son inutilité, elle sait être parfaite. Ou bien, il n'y a pas de perfection, et tout ce qui vise à la perfection risque d'être inutile. À ce propos dénigrant, destructeur, un poète chinois du VIe siècle avant notre ère, l'ère chrétienne, répond dans sa Rhapsodie de l'art littéraire « Grande est l'utilité de la littérature qui réunit les principes multiples, car elle jette un guet à travers les millions d'années et voyage à 1000 lits sans obstacle. Le lit est une mesure d'environ 600 mètres. » Donc c'était modeste pour la distance. Au bout d'une longue histoire semée d'erreurs et de repentance, il n'est pas toujours facile de répondre à la question de ce que peut la littérature. Malgré tous ses vœux, elle n'a pas empêché ce qui ronge l'histoire humaine. Elle n'a pas su arrêter la traite des esclaves, ni les crimes de la colonisation. Elle n'a pas su empêcher les guerres. Elle n'a pas su interdire les mouvements haineux et les injustices. Elle n'a même pas contredit la dégradation du milieu ambiant, de la nature. Peut-être parfois a-t-elle donné la parole aux grands élans de consolation, en incarnant les rêves d'enfance, l'amour, l'espoir d'un monde meilleur, le goût de la beauté. Mais attention à ne pas tomber dans l'angélisme.
la littérature, le roman, la poésie, le théâtre et à présent la chanson ne peuvent pas être une collection de bons sentiments ni un recueil de règles morales. Ce qu'elle est en revanche, c'est un témoignage, la mesure d'une époque, parfois sa critique. L'écrivain est un témoin, non pas dans un procès, parce que qui serait le procureur de ce procès, mais dans une procédure pour mieux comprendre les enjeux de notre modernité. Le plus pessimiste des écrivains modernes, le Suédois Stig Dagerman, a recherché toute sa vie cette sorte d'innocence miraculeuse qui lui permettrait de survivre aux destructions et aux malédictions des temps modernes, ce qu'il a écrit dans son roman Le Serpent, ou dans ce court essai si beau qu'est notre besoin de consolation est infini. Le court essai qui justifie l'art littéraire jusque dans son imperfection. Mais c'est dans un essai journalistique, en fait un journal d'actualité, que Stig Dagerman a démontré le rôle de témoignage de la littérature. Il a été, après la guerre, sollicité par les journaux américains pour écrire un reportage sur la situation de Berlin au lendemain des bombardements alliés. Et cet homme, qui est un pacifiste inné, circule dans cette ville de Berlin qui est complètement détruite. Les destructions qui ont lieu en ce moment où nous parlons en Ukraine, mais les destructions qui ont lieu en Syrie, qui ont lieu parfois en Afrique, c'est exactement ce qu'a vécu le peuple de Berlin au lendemain de la guerre. Et il parcourt cette ville complètement détruite, il rencontre des gens, il les fait parler et il les interroge sur leur sens de la vie, à quoi peuvent-ils croire. Et ces gens, en fait, ils n'ont qu'une idée dans la tête, c'est comment survivre, comment trouver à manger, comment trouver à se loger et comment surtout échapper à la vindicte de l'armée rouge qui est aux portes et potentiellement au procès que va intenter l'armée américaine. Et donc, ces gens sont dans la situation désespérée de bourreaux qui sont devenus les victimes. Et ils n'ont pas tous participé aux crimes de guerre, mais ils ont tous participé à la nomination, à l'élection du tyran qui a causé la guerre. Donc ils se sentent responsables, mais en même temps, les problèmes qu'ils vivent sont des problèmes qui sont bien au-delà, c'est comment survivre. Et Stig Dagerman, avec beaucoup de cruauté, raconte l'histoire de ces gens qui sont à la recherche de familles juives qui ont survécu à la guerre pour obtenir un certificat de bonne mœur, parce que c'est leur seul moyen d'échapper à la vindicte qui va s'abattre sur eux. Et la lâcheté des victimes est tout à fait compréhensible, mais au fond, c'est la vérité humaine qui apparaît. Et ce témoignage de Stig Dagerman, c'est une grande œuvre littéraire. Je crois que c'est une des plus grandes œuvres qui condamne la guerre et les violences de la guerre. Donc la littérature peut quelque chose quand elle prend les armes du journalisme pour faire ressentir les problèmes que l'on connaît, les problèmes d'actualité. Ce livre, je vous le recommande, ça s'appelle « Automne allemand ». Le livre a été interdit après la guerre. Et il n'a pas pu être publié, il a été publié 5 ou 6 ans après la guerre, parce que la situation s'était un peu décantée et qu'on acceptait de voir la vérité qui était que les Allemands ont souffert de la guerre au même titre que les autres. Et c'était quelque chose qu'on ne voulait pas voir. Donc la littérature a ce rôle quelquefois. Il y a un autre grand écrivain qui en a parlé, c'est Goethe, le poète Goethe, qui a écrit le journal de la campagne de France. J'en parle juste de façon accessoire parce que je me suis servi de son journal pour écrire une partie d'un livre. Mais il y a des choses très étonnantes dans ce journal. Goethe parlait le français et donc il était du côté des Prussiens, du côté de l'armée allemande. Et on lui amène un prisonnier. C'est un jeune garçon de 14 ans, un Français qui a été fait prisonnier par les Allemands. Et comme lui, il parle français, on lui demande d'aider à l'interrogatoire de ce jeune prisonnier. Et Goethe s'adresse à lui, il lui dit « Mais pourquoi est-ce que vous faites la guerre ?» Et le garçon le regarde et il dit « Parce que nous, monsieur, nous mangeons de la bonne soupe. » Sous-entendu, vous les Allemands, vous ne mangez que des saletés.
Et le courage de ce garçon a ému Goethe au dernier point, et il a dit, là j'ai compris que l'alliance des Prussiens, des Allemands et des Anglais allait être vaincue par l'armée révolutionnaire. C'est là que j'ai compris que cette guerre était perdue, elle était gagnée par les révolutionnaires et perdue par l'Alliance. Parce que ce garçon avait le courage de répondre à ça. Il risquait d'être fusillé, c'était un prisonnier après tout. Et donc ça, c'est aussi un beau texte dans lequel la littérature montre sa puissance, sa capacité de résister aux événements et de transcrire la vérité de ces événements. D'époque en époque, la lumière de la lucidité brille entre les lignes de la littérature. Si nous lisons la poésie de Khayyam ou les contes ironiques de Rumi, un des plus grands poètes de la littérature universelle serait sans doute le japonais Ryokan, celui qu'on appelait le moine fou, parce qu'il vivait seul dans une hutte de montagne et descendait parfois au milieu des hommes pour danser sur la place ou distribuer des bonbons aux enfants. Et il y a eu des personnages comme ça aussi dans le monde de l'islam. Il y a eu des soufis qui ont distribué des enfants et qui ont dansé aussi. C'était une façon d'exprimer ce qu'ils voulaient dire. La poésie, la danse et le regard de l'enfance. L'art poétique de Ryokan est très simple. Il dit « c'est quand je n'écris pas des poèmes que je suis un poète ». On pourrait imaginer près de lui les soufis dont je parlais, ou bien François d'Assise qui parlait aux fleurs et aux oiseaux. C'est cet esprit que j'aime à trouver chez les artistes d'aujourd'hui, comme a choisi de le faire Mahe Bilmin, qui a choisi de redonner confiance aux enfants à Marrakech, à Casa, à Rabat, en faisant d'eux les étoiles. Les étoiles de Sidi Moumen, les étoiles de Jma' al-Fna, ce sont au fond ces enfants qui répondent à la poésie, qui répondent à la demande de la poésie, qui vont donner la force à la poésie et à la littérature. La littérature, la poésie, la littérature en général, la poésie, trouve sa force dans ceux qui croient en elle. Si on n'y croit pas, la littérature n'a aucun pouvoir. Et à ce moment-là, c'est la fameuse formule de Göring, quand on me parle de culture, je sors mon revolver. Il n'y a plus que ça. S'il n'y a pas la culture, c'est la violence des armes qui parle. Que peut la littérature ici, en Afrique, dans notre temps actuel, qui est fait d'égoïsme et de violence? Dans le début des années 30, en Europe, aux États-Unis, en Russie, est né un courant que l'on a appelé la littérature engagée. Ça, c'était le mot qu'on a donné en français à cette littérature. C'est une spécificité assez française, puisqu'en anglais, on lui préféra le nom plus modeste de commitment, committed literature, la littérature qui signe un contrat en quelque sorte avec la société. Ce courant, représenté par des écrivains et des artistes de tous bords, eut de nombreux et prestigieux héros, tels que Steinbeck, Erskine Caldwell aux États-Unis, Sartre, Camus en France. Les écrivains furent aussi des militants qui défendaient le droit des minorités, qui étaient présents dans les manifestations, qui étaient des signataires de pétitions. Cela dura un certain temps. Et puis, après la guerre, le mouvement décrut. Il décrut peut-être parce qu'il déçut. Le mouvement n'était pas satisfaisant pour tout le monde. Ses engagements, ses participations n'étaient pas suivis d'effet. Steinbeck, par exemple, soutenait les droits des immigrés venus du Sud, mais la discrimination raciale et la fermeture devinrent la norme aux États-Unis. Il faut rappeler que la fermeture des frontières, ce n'est pas quelque chose de récent aux États-Unis. Même Barack Obama, qui a été un grand président des États-Unis, a fermé les frontières. Et il a déporté les immigrants, il les a renvoyés de l'autre côté de la frontière. Et on accorda des droits aux nouveaux venus, en particulier par un traité qui s'est appelé le Patriot Act, la loi patriotique, qui échangeait la nationalité américaine contre un engagement dans les forces armées pour alimenter l'effort de guerre au Vietnam, en Irak ou en Corée. C'était, il faut l'avouer, une drôle de façon de concevoir l'engagement. L'engagement littéral, on s'engageait dans l'armée pour avoir en échange des papiers. Ça, c'était une drôle de conception de l'engagement. En France, il n'y a pas eu le Patriot Act, mais la littérature engagée
n'a pas vraiment satisfait, parce que les grands auteurs de la littérature engagée ne se prononçaient pas sur certaines choses. Sartre a beaucoup hésité à condamner la tyrannie soviétique. Et Camus a été très évasif sur la question de l'Algérie. Il a écrit des choses absolument magnifiques. Noce, c'est un livre formidable, c'est un magnifique livre. Mais quand on lui demandait « Qu'est-ce que vous dites de la liberté pour les Algériens ?» il répondait, il était né en Algérie, « Si j'ai le choix entre mes idées et ma mère, je vais choisir ma mère. » Ça voulait dire qu'il choisissait, au fond, sa communauté. Et ça, c'était très décevant pour ceux qui croyaient en lui. Par ailleurs, il a inspiré beaucoup de gens, donc c'est un grand écrivain. Et le choix d'Albert Camus donc, a été assez décevant. Mais la disparition de l'illusion de la littérature engagée a permis quand même quelque chose. D'abord, elle a permis l'ouverture d'une parenthèse dans la littérature, en tout cas en France, mais aussi en Allemagne, en Angleterre, beaucoup moins en Afrique. C'est ce qu'on a appelé la littérature formaliste de ces années-là. Et en France, ça a porté le nom du nouveau roman. Ça s'est appelé le nouveau roman. Il était nouveau simplement parce qu'il contredisait les idées sartriennes, les idées camusiennes, parce qu'il dédaignait l'engagement. Il n'était pas question d'engagement politique, il était question d'une sorte d'art pour l'art, un luxe. La littérature était là pour des recherches et c'est la découverte de quelque chose qui a de la valeur aussi, mais qui n'est pas toujours satisfaisant, c'est le voyage vertical, pas le voyage horizontal. On ne voyage pas dans le monde réel, mais on voyage dans le monde vertical, qui est notre monde intérieur. Bon, ça a aussi des mérites, il n'y a aucun doute. On a découvert de très belles choses dans ces voyages. Mais je crois que ça n'a pas eu de prise, ou très peu de prise, dans un continent comme l'Afrique, où la réalité était très puissante, très forte, et elle était une sollicitation permanente. On était sollicité à chaque instant de prendre parti. Les grands écrivains ils ne pouvaient pas se retrancher dans leur quant à soi, ils ne pouvaient pas se permettre le luxe de l'isolation. Et Madame Boulgoul, justement, le disait il y a quelques instants, que lire à la façon des littéraires, je dirais des pays prospères, c'est-à-dire il faut avoir une chambre où on s'isole pour lire, il faut avoir le temps. Et en Afrique, on n'a pas vraiment le temps de lire et de s'isoler, et on n'est pas isolé. On est souvent à plusieurs dans une chambre, il y a la radio, la télévision qui marche à côté, ça va être très difficile. Donc la littérature est un combat qu'il faut mener conjointement contre les sollicitations du monde extérieur, mais aussi en s'accordant à ces sollicitations. Lorsque ce mouvement de l'art pour l'art a pris fin, ça c'était dans les années 60, quand j'ai commencé à écrire, c'était les tout derniers moments. D'ailleurs, j'ai envoyé mon premier manuscrit à l'éditeur avec une petite lettre en lui disant « Faites attention, ce n'est pas du nouveau roman ». Je tenais à préciser que ce n'était pas du nouveau roman. Et donc, quand ça a pris fin, ça a permis l'émergence d'un nouveau mode d'expression. C'était l'émergence d'une voie nouvelle dans des pays qui avaient longtemps été exclus de l'art littéraire. En Asie, en Amérique latine, en Afrique, des jeunes écrivains ont repris le flambeau de la littérature engagée pour continuer la lutte. En Corée, ce furent des romanciers et les romancières nés à la fin de la guerre. Et je vais citer Han Sok-yong, l'auteur de Monsieur Han ou La route de Sampo, ou Lee Sung-woo, auteur de ce livre extraordinaire contre la militarisation, qui est La vie rêvée des plantes. Ce sont des livres engagés. Les écrivains chinois tels que Muxin ou Mo Yen ont insufflé dans leurs romans l'esprit de rébellion et l'expérience qu'ils avaient reçue au temps des exactions de la révolution culturelle. Au Vietnam, les romancières telles que Anna Moy ont mûri leur imaginaire dans l'exil. Au Mexique, le romancier Juan Rulfo écrivit une œuvre courte et magnifique sur la guerre fratricide qui opposa les rebelles cristeros aux forces armées du gouvernement marxiste. Au Pérou, le romancier José María Arguedas incarna dans ses romans la révolte des paysans amérindiens
dans une langue plurielle mêlée de sarcasme et de désespoir. Dans le microcosme des cultures insulaires, à l'île Maurice, aux Antilles, au Vanuatu, la littérature ne pouvait pas être autre que cette forme de combat pour affirmer l'identité contre l'abus et le servage, au temps où les grands esprits n'étaient plus Sartre et Camus, mais Frantz Fanon, Césaire, Glissant, Marie Scondé, Dewey Gorodé, Marcel Cabon. Parce que je suis par ma famille lié à la République de l'île Maurice, il me semble que c'est en Afrique que le mouvement de nouvel engagement s'est le mieux développé, dans la double difficulté de l'après-colonialisation et des tyrannies nouvelles. Est-ce que c'est la suite logique de l'évolution de la littérature dans des régions où l'écrit n'avait pas véritablement commencé? Ce serait peut-être un peu simplifier l'histoire que de réduire cette éclosion de la littérature africaine à l'accès à l'édition, à la lecture et à la formation héritée de l'école coloniale. Dans toutes ces parties, l'Afrique fut le lieu d'émergence de l'imaginaire, du conte, de l'allégorie. L'Afrique saharienne est un des endroits rêvés de cette création littéraire. Ce que l'on désigne souvent comme les bibliothèques du désert fut le réservoir de la création poétique, de la science, de l'intelligence, dans des lieux tels que Tombouctou, Oualata ou Smara, actuellement au Maroc. Beaucoup de ces bibliothèques furent détruites récemment, soit au moment de la conquête militaire française à Smara, ou par les troupes espagnoles dans la Saka el-Hamra, ou lors des affrontements avec les milices d'Al-Qaïda, comme ça s'est produit récemment à Tombouctou. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, la littérature aura été la grande passion du continent africain. Depuis l'Afrique du Sud, avec un écrivain comme Alan Paton, qui a écrit « Cry, my beloved country », « Pleure, ô mon pays bien-aimé », jusqu'à Coetzee, qui a écrit « Disgrâce », roman magnifique. Et un peu plus tard, Amadou Kourouma, qui a écrit « En attendant le vote des bêtes sauvages », jusqu'à notre contemporain, que j'aime tant, Abdurrahman Waberi, qui a écrit ce magnifique livre qui s'appelle « Aux États-Unis d'Afrique », un livre de vision. Sur tous les modes, avec toutes les ressources des langues vernaculaires, de l'héritage mythique, des amertumes et de l'espoir, la littérature africaine a porté son glaive dans la plaie de l'indifférence, a renversé les valeurs, a créé un nouvel essor loin des académies et des compromis. S'il est vrai, comme l'a dit Zina Saro-Wiwa, qui est la fille d'un des grands romanciers africains, Ken Saro-Wiwa, qui a écrit cet extraordinaire roman qui s'appelle Sosa Boy. Sa fille, Zina Saro-Wiwa, a dénoncé le fait que parfois l'Afrique tombe dans un travers qui est celui qui est causé par la subversion et la séduction du colonisateur, l'imposition de sa langue sur toutes les autres et quelquefois la coupable subornation de l'argent. Et elle désigne tout ça sous le nom de l'art des ambassades. Elle n'aime pas l'art des ambassades. Elle oppose à l'art des ambassades l'art spontané africain, qui est celui de la parole, mais aussi des livres. Et il ne faut pas oublier que là où elle habite, au Nigeria, c'est le seul endroit du monde où il y a un marché, comme il y a des marchés de légumes, il y a un marché du roman, à la ville d'Onitsha. Et les gens qui ont publié, souvent à compte d'auteur, des petits romans, qui sont souvent des romans sans grande valeur littéraire, qui retracent les problèmes de la vie quotidienne. Je donne un exemple, un des romans les plus lus au Nigeria, écrit en anglais, mais ça pourrait être aussi écrit en Igbo, est un roman qui raconte les déboires d'une jeune fille qui veut fumer. Elle aime fumer, mais dans sa famille, on lui interdit de fumer. Et c'est le sujet du roman. Donc ça se vend sur le marché d'Onitsha. Et donc, Zina Saro-Wiwa dénonce ça et elle dit que la littérature doit se libérer de cette tutelle et de cette prédation de l'argent. Il faut trouver d'autres moyens. Il y a toutes sortes de moyens, peut-être on en parlera plus tard si nous avons cette discussion. Il faut s'en libérer en refusant les aides par la seule volonté d'indépendance et la capacité que les peuples africains ont de renverser les valeurs
et de culbuter les ingérences. Et les grands auteurs de la littérature africaine l'ont démontré. Ce sont des écrivains du Maghreb tels que Shraibi, Lounès Martoub, Khaireddin, Mohamed Dib, les romanciers d'aujourd'hui tels que Sami Tchak, qui démontre sans concession la violence faite à l'Afrique dans son roman, dans tous ses romans, mais particulièrement dans un roman que j'aime beaucoup qui s'appelle Al Capone, le Malien, qui est un livre extrêmement dur, féroce, mais qui n'a pas été suffisamment lu. C'est un livre qui a besoin d'être lu. Et tout ce qu'on peut attendre de cette littérature naît dans la guerre d'indépendance, toujours dans l'espoir d'une libération des vieux démons et de la tyrannie. Ainsi, le beau roman de l'Algérien Yahya Bellaskri, qui vient de paraître, s'appelle « Le silence des dieux », qui décrit la résistance d'un petit village qui est soumis à la tyrannie d'un escroc. Et ce sont les femmes de ce village d'Algérie qui se révoltent contre cet escroc, qui utilise la religion pour exercer sa tyrannie sur le village. Il a enfermé les gens et il se libère, et les femmes guident le peuple du village vers l'ailleurs, c'est-à-dire vers la vie. Ils sont libérés de la tutelle des mensonges. Ou bien dans une fable drôlatique qui vient de paraître aussi au Maroc, qui est écrite par le Marocain Driss Jaidan, qui s'appelle « Moïse de Cassa », qui est un livre extrêmement drôle. Il n'y a pas beaucoup de livres drôles dans la littérature contemporaine, mais celui-là est un livre drôle. Ça, c'est vraiment l'identité africaine qui parle à travers ce Marocain. L'autre versant de la nouvelle littérature de participation, l'autre versant de ce nouvel engagement, c'est en quelque sorte le flambeau qui est repris actuellement, n'appartient pas seulement à l'Afrique. Il brille maintenant dans toutes les nuits à travers le monde, sans doute l'emblème d'un combat ancien qui n'a pas encore abouti. C'est celui que brandit la romancière vietnamienne Anna Moy dans Le venin du papillon, par exemple, la poétesse chinoise Zhe Yongming dans son recueil appelé simplement « Femmes ». C'est le droit pour les femmes d'écrire, de raconter leur version des choses, d'être égoïstes, impudiques, acrimonieuses, non pas de prendre la place des hommes, comme quelquefois ils aimeraient le faire croire, mais de les remettre à leur place, et aussi le droit d'aimer, de forcer le respect, d'inventer un autre modèle de société où elles ne seraient plus seulement des cuisinières ou des muses, des putains ou des mères admirables, mais elles-mêmes, simplement elles-mêmes. Est-ce par une coïncidence hasardeuse, la plupart des autrices ou des auteurs ES de ce temps sont nés dans cette Afrique nouvelle, au moment du grand renversement des empires tutélaires, en Tunisie, en Algérie, au Sénégal, en Afrique du Sud, en Égypte, au Mozambique. Elle s'appelle Fawzia Zouari, que vous allez, je pense, écouter bientôt ici. Aminata Sofal, qui malheureusement ne participe plus dû son âge et sa condition de santé, qui est le grand écrivain africain féminin. Shimananda Ngozi Adichie, Leonora Miano, Awa Thiam, Mariana Ba, Asia Djebar, Salima Senini, Paulina Gjizian, Charity Wasiuma, Grace Ogot, et toutes celles qui aujourd'hui représentent la voix des femmes dans l'ère africaine. Ananda Devi et Priya Hain à l'île Maurice, Gisèle Pinault, Edwige Danticat, Suzanne Roussy-Césaire aux Antilles, Nélida Pignon au Brésil. Mais j'arrête cette énumération qui pourrait faire croire que c'est le nombre qui est important, plus que le sens. Ce que dit cette nouvelle littérature de témoignage, de combat, de revendication, concerne toute notre humanité, quel que soit le sexe, l'origine, la religion, la couleur de peau de celles et de ceux qui l'inventent. Enfin, puisqu'il me faut répondre à la question que je posais au début de cette présentation, de savoir est-ce que la littérature peut quelque chose, cette question à laquelle le sarcasme d'Oscar Wilde refusait de répondre, je voudrais plutôt me référer à la définition qu'en donne l'artiste, le créateur, le poète, le romancier Mahi Bin, lorsqu'il évoque la raison d'être de ce premier festival de littérature africaine à Marrakech, au Maroc.
Il parle simplement de la nécessité dans laquelle nous sommes de nous rencontrer. Entre voisins, dit-il avec humour, parce qu'il insiste sur ce fait. Nous sommes voisins, nous ne nous rencontrons jamais. Ou si nous nous rencontrons, c'est chez l'autre, c'est ailleurs, c'est pas ici, sur place. L'Afrique, ce continent qui fut fracturé et malmené par l'histoire et qui est encore, à l'heure que nous parlons, soumis aux aléas de la fortune, aux guerres fratricides, aux injustices sociales, ce continent qui doit lutter pour survivre et qui est confronté aux nécessités presque insurmontables de conjuguer le développement et l'équilibre écologique, a besoin de la littérature, parce que la littérature est son meilleur lieu de rencontre. Par la création, par l'imaginaire, par l'héritage culturel, les hommes et les femmes de ce continent ont besoin de se connaître, de se reconnaître. En traversant les frontières, la littérature permet cette connaissance, cette reconnaissance. Dans l'échange, dans l'aventure, nous cessons d'être des étrangers. Nous partageons des rêves, des idées, des mots, des sentiments. Nous apprenons à être ce que souhaite Mahi Bin, des voisins, et qui sait, un jour peut-être, comme le souhaitait le grand Martin Luther King dans sa célèbre formule, nous avons appris à nager comme des poissons, nous avons appris à voler comme des oiseaux, mais nous n'avons pas appris l'art tout simple de vivre ensemble comme des frères et des sœurs. Grâce à la littérature, grâce à ses voies multiples, nous avons les armes qu'il faut pour lutter contre tous ceux qui, malgré les enseignements de l'histoire, revêtent aujourd'hui les loques trouées du racisme et de la xénophobie. Nous promettons d'ouvrir grand nos frontières et nos cœurs. Je vous remercie.